Ils descendirent péniblement la berge en boitant, et celui des deux hommes qui marchait en premier trébucha tout d'un coup au milieu de l'éboulis de rochers. Ils étaient fatigués et faibles. Leur visage avait cette expression de patience lasse, qui naît de privations endurées de longue date. Ils étaient lourdement chargés de ballots, enveloppés de couvertures qu'ils avaient fixées à leurs épaules. Des lanières qui leur passaient sur le front les aidaient à porter ces paquets. Chaque homme avait un fusil. Ils avançaient courbés en deux, les épaules penchées bas vers l'avant, la tête encore plus bas et les yeux rivés au sol. J'aimerais qu'on ait 2 de ces cartouches-là, qu'on restait dans notre cache. Sa voix était monotone et sèche, totalement inexpressive. Il parlait sans enthousiasme. Le premier homme boitillait déjà dans le courant laiteux, qui écumait par-dessus les cailloux. Il ne prit pas la peine de répondre. L'autre homme suivit sur ses talons. Ils n'avaient pas ôté leurs chaussures, bien que l'eau fût glaciale, si froide que les chevilles leur firent mal et qu'ils sentirent de moins en moins leurs pieds. Par endroits, le courant se précipitait contre leurs genoux et tous deux titubaient pour garder l'équilibre. Celui qui suivait glissa sur un rocher lisse, manqua tomber et se rattrapa, au prix d'un effort violent. En même temps, il laissa échapper un cri aigu de douleur. Il sembla pris d'une faiblesse ou de vertige, tendit sa main libre, comme s'il cherchait à prendre appui sur l'air. Quand il se fut raffermi sur ses jambes, il se remit à avancer, mais glissa de nouveau et tomba presque. Alors, il s'immobilisa et regarda l'autre homme, qui n'avait pas tourné la tête une seule fois. L'homme demeura immobile toute une minute, comme s'il discutait avec lui-même, puis il appela. « Dis donc, Bill, je me suis foulé la cheville !» Bill continua d'avancer en piétinant dans l'eau laiteuse. Il ne jeta pas un coup d'œil en arrière. L'homme le regarda s'en aller. Même si son visage demeurait toujours aussi peu expressif, ses yeux ressemblaient à ceux d'un cerf blessé. L'autre homme remonta en boitant la berge opposée et continua droit devant lui, sans un regard en arrière. L'homme, au milieu de l'eau, l'observait. Les poils bruns et hirsutes de sa barbe et de sa moustache étaient agités d'un mouvement visible. Parce que ses lèvres tremblaient un peu, sa langue sortit pour les mouiller. « Bill !» C'était l'appel suppliant d'un homme fort en détresse, mais la tête de Bill ne se tourna pas. Près de l'horizon, le soleil se consumait vaguement, presque obscurci par des brumes et des vapeurs sans forme, qui donnaient une impression de masse et de densité, sans contour ni consistance. L'homme tira sa montre en faisant porter son poids sur une seule jambe. Il était 4 heures, et comme on était proche de la fin juillet ou du début d'août, il n'était pas sûr de la date à 1 semaine près ou 2. Il savait que le soleil marquait approximativement le nord-ouest. Il regarda vers le sud. Il savait que quelque part derrière ces collines désolées se trouvait le grand lac de l'Ours. Il savait aussi que dans cette direction, le cercle arctique se frayait un chemin inhospitalier à travers les Canadian Barrens. Partout, la ligne floue de l'horizon était visible. Les collines étaient toutes basses. Il n'y avait pas d'arbres, ni de buissons, ni d'herbes. Rien qu'une immense et terrible désolation qui emplit lentement ses yeux de frayeur. Murmura-t-il une fois puis une autre. Toujours debout au milieu de l'eau laiteuse, il se tassa sur lui-même, comme si cette immensité pesait sur lui avec une force irrésistible et l'écrasait sans pitié, de tout le poids de son effroi. Il se mit à trembler, comme s'il était en proie à un accès de paludisme, jusqu'à ce que son arme lui tombe des mains, en éclaboussant. Cela lui permit de se reprendre. Il lutta contre sa peur, se ressaisit et à tâtons dans l'eau, la rattrapa. Il fit glisser son sac plus bas sur son épaule gauche pour décharger un peu sa cheville meurtrie du fardeau. Après quoi, tout doucement et avec précaution, il se dirigea vers la rive en grimaçant de douleur. Il ne s'arrêta pas. Avec un désespoir qui touchait à la folie, sans égard pour sa douleur,
Il grimpa à la hâte jusqu'au sommet de la colline, derrière lequel Bill avait disparu. Une fois sur la crête, il vit une vallée peu profonde, vide de vie. Il lutta à nouveau contre sa peur, la maîtrisa, fit glisser un peu plus son sac sur son épaule et descendit malaisément la pente. Le fond de la vallée était détrempé d'eau que la mousse épaisse retenait, à la façon d'une éponge, près de la surface. Elle giclait sous ses pieds à chaque pas qu'il faisait. Il choisit son chemin de tourbière en tourbière, en suivant les traces de l'autre homme, sur les affleurements rocheux qui émergeaient, tels des îlots de la mer de mousse. Quoique seul, il n'était pas égaré. Plus loin, il savait qu'il tomberait sur un endroit où des épicéas et des sapins morts très petits et dépouillés borderaient un petit lac. La terre des petits bâtons. Dans ce lac se jetait un petit ruisseau dont l'eau n'était pas laiteuse. Le long de ce ruisseau, il y avait des roseaux. Il se le rappelait très bien. Il le suivrait jusqu'à ce que son cours s'interrompe au pied d'une colline. Il franchirait la colline pour rejoindre un autre ruisseau qui coulait vers l'ouest et qu'il suivrait jusqu'à son confluent avec la Diz. Là, il trouverait une cachette sous un canoë retourné, recouvert d'un imposant tas de cailloux. Dans cette cache, il y aurait des munitions pour son arme vide, des hameçons, des lignes et un filet. Tout le nécessaire pour piéger et tuer de la nourriture. Et aussi, il y trouverait de la farine, pas beaucoup, un morceau de bacon. Bill l'attendrait là. Tous les deux, ils descendraient la Diz à la pagaie vers le sud, jusqu'au grand lac de l'Ours. Ils continueraient vers le sud à travers le lac, toujours vers le sud, pour rejoindre le Mackenzie. Et puis, au sud, encore au sud, ils continueraient alors que l'hiver courait en vain après eux, que de la glace se formerait le long des rives, que les jours deviendraient froids et piquants. Au sud, jusqu'à quelques trottoirs bien chauffés de la compagnie de la baie d'Hudson, là où les arbres poussent hauts et touffus, où on trouve des vivres autant qu'on en veut. Telles étaient les pensées de l'homme, tandis qu'il se battait pour aller de l'avant. Mais si fort que lutte son corps. Son esprit luttait avec une énergie égale en s'efforçant de penser que Bill ne l'avait pas abandonné, que Bill l'attendrait sûrement à la cache. À 9h, il se cognait un orteil contre le rebord d'une roche, il tituba, puis tomba, tant il était fatigué et faible. Il resta allongé sur le côté un moment, sans bouger. Puis il se délivra des courroies du sac et se mit maladroitement en position assise. Il déballa son baluchon, et la première chose qu'il fit fut de compter ses allumettes. Il y en avait 67. Il les compta 3 fois pour être sûr. Il les divisa en plusieurs paquets qu'il enveloppa dans du papier huilé. Il plaça un paquet dans sa blague à tabac vide, un autre dans la doublure de son chapeau cabossé, un troisième sous la chemise contre sa poitrine. Cela fait, il eut un accès de panique. Il les désemballa toutes et les recompta. Il y en avait toujours 67. Il fit sécher près du feu ses chaussettes et ses chaussures mouillées. Les mocassins n'étaient plus que lambeaux détrempés. Les chaussettes coupées dans des couvertures étaient trouées par endroits. Ses pieds mis à nu saignaient. Sa cheville était enflée. Il l'examina, elle avait la taille de son genou. Il déchira une bande de tissu dans sa couverture et la banda bien serrée. À 6h, il s'éveilla, tranquillement couché sur le dos. Il fixa le ciel gris et sentit qu'il avait faim. Au moment où il se tournait sur le coude, il fut surpris par un fort reniflement et vit un caribou mâle qui le regardait avec curiosité. L'animal ne se tenait pas à plus de 50 pas de lui et instantanément, dans la tête de l'homme, surgit la vision d'un steak de caribou en train de cuire en grésillant sur un bon feu. Machinalement, il saisit le fusil vide, visa et appuya sur la détente. La bête renifla et s'en alla en bondissant. Ses sabots claquèrent et résonnèrent sur les rochers tandis qu'il fuyait.